1955, La complainte de la butte, chantée par Cora Vauquer. Une double porte vitrée s'ouvre. Une femme très brune, vêtue de bleu et de rouge, entre dans une pièce bondée. Elle est suivie d'un violoniste et d'un clarinettiste grimés en clochard et se met à fredonner « En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. » Ainsi commencent 3 minutes de magie, de véritable magie. Nous sommes dans le film de Jean Renoir, French Cancan. J'aime ce film, comme j'aime la plupart des films de Jean Renoir. La règle du jeu, Boudu sauvé des eaux, La grande illusion bien sûr, et puis La bête humaine, Le déjeuner sur l'herbe, et Le testament du docteur Cordelier. Ah, l'extraordinaire Jean-Louis Barrault dans le rôle d'Opale, sa claudication et sa cruauté. Mais ces 3 minutes sont peut-être ce que je préfère dans tout Renoir, parce qu'il a su, à travers les silences, les regards, les paralysies momentanées de tous les comparses, nous montrer combien ce chant est unique, parce qu'il y a dans l'image des symétries, des croisements, des ascensions qui répondent aux paroles de la chanson, parce que tous les spectateurs sont en noir et blanc, ou en noir, ou en blanc, et que seule la chanteuse porte du bleu très bleu, et du rouge très rouge, comme si on avait violemment colorisé la vedette d'un très vieux film pour la mettre exagérément en valeur. Et surtout, parce qu'il y a la voix de Cora Vauquer, qui n'apparaît pas à l'écran, mais est la véritable interprète du morceau. Voix si droite, si dépourvue d'artifice, si éloignée de celle de Damia, de Fréhel ou de Piaf, voix juste sortie de la pensée, de l'intention, sans affaîtrie ni technique superfétatoire. Je n'ai pas vu ce film à sa sortie, bien sûr. Quel est d'ailleurs le premier film que j'ai vu ? Le premier dont je me souvienne, c'est Bambi, au cinéma Le Cursal de Bondy, dont on a du mal aujourd'hui à se remémorer l'existence sous l'entrelac de voix rapides et de routes entremêlées du carrefour de Rosny. Il y en avait d'autres, le Rialto, le Trianon. Comme dans la chanson d'Eddie Mitchell, ce dernier est devenu supermarché. Faut-il le dire ici ? Il m'est arrivé à maintes reprises de déclarer que je n'aimais guère le cinéma. Et le fait est que j'éprouve une certaine réticence face à l'industrie cinématographique pour des raisons qui ne brillent pas par leur originalité. Le montant des sommes investies pour réaliser un film me choque. La possibilité qu'ont les acteurs de rejouer une scène autant de fois que le metteur en scène le souhaite pour qu'ils y apparaissent à leur avantage réduit considérablement leur mérite. Le statut semi-divin accordé à tel ou tel pour avoir exhibé ses pectoraux sculptés ou ses fesses rebondies et lactescentes me semble exagéré. Les campagnes publicitaires éhontées menées par les producteurs déclenchent en moi des débuts de nausée. Et que dire de ces comédiens qui, pour des raisons qui me dépassent probablement, se sentent autorisés à tenter de nous guider dans nos choix électoraux. Non, vraiment, je ne suis pas un inconditionnel du cinéma. Pourtant, j'ai vu de nombreux films, y compris des films que nous sommes peu à avoir vus. Qui se souvient de La cicatrice intérieure, avec Pierre Clémenti et Nico, la chanteuse du Velvet Underground, c'est parce qu'elle jouait dans ce film que je suis allé le voir. Succession d'interminables plans fixes, sans dialogue, sans mouvement, sans intrigue, dont l'acteur le plus convaincant était peut-être un magnifique cheval blanc. Qu'avez-vous pensé de Viva la Muerte, d'Arrabal, dont le clou était une scène de coprophagie ? Comme beaucoup, j'ai la nostalgie des séances à l'ancienne. Même dans mon cinéma de banlieue, nous avions droit à un documentaire ou un court-métrage, des actualités et parfois même une attraction. Je me rappelle avoir ainsi vu un jongleur et le chansonnier Robert Roca. Sur le rideau, ou était-ce sur un écran placé devant l'écran et qu'on escamotait au moment de la projection ? On lisait des publicités pour les artisans et les commerçants de la ville. Ce ne pouvait pas être sur le rideau, en épais velours rouge comme il se doit.
C'était donc sur un écran que l'on roulait pour le remonter avec un bruit métallique en même temps que se faisait progressivement l'obscurité. Et puis, il y avait la dame, avec son grand panier d'osier accroché au cou, qui proposait à l'entracte bonbons, caramels, esquimaux, chocolat. Parfois, à la place de l'attraction, une personnalité montait sur scène pour promouvoir l'association La Roue Tourne, destinée à aider les comédiens en retraite. Cela commençait comme un numéro et se prolongeait par un petit discours destiné à apitoyer les spectateurs et à leur faire entr'ouvrir leur porte-monnaie. Je ne suis pas certain de ne pas avoir vu Fernandel à cette occasion. Les comédiens en retraite. Cela me rappelle La fin du jour de Julien Duvivier, que j'aime autant que Renoir, plus encore peut-être, car je suis très sensible à son pessimisme. Souvenez-vous de Panique et du suicide final de Michel Simon sous le regard ignoble de tout le voisinage. Rappelez-vous Sous le ciel de Paris, qui pourrait être un joli film social et engagé sur les grèves, mais où, à la fin, une vieille femme est déchirée et quasiment dévorée par ses chats, car elle n'a plus un centime pour les nourrir. Et que dire de l'inoubliable scène de Pépé le Mocco, où Fréhel, vieille et délabrée, fredonne sur sa propre voix en écoutant un enregistrement de la chanson si mélancolique « Où est-il donc ?» Mais revenons à cette fin du jour, pénétrons dans cette maison de retraite pour vieux comédiens, pour vieux cabotins, où chacun continue à jouer un rôle. Observons Louis Jouvet, vieux beau à cheveux blancs, tentant encore de jouer les séducteurs, Michel Simon, sale et méchant, et les affreuses harpies que sont Sylvie et Madeleine Oseret. En réalité, je crois bien que si le cinéma c'est ça, alors j'adore le cinéma.